Hello, everyone. My name is Bonjour Heather. à tous, je m'appelle Heather Best et j'ai le plaisir d'être votre modératrice pour le webinaire cet après-midi. Bienvenue à tout le monde. Alors, je voulais juste vous dire que on aura de l'interprétation vers le français et on a ces services disponibles. Il y a un bouton interprétation en bas de votre écran. En plus, nous aimerions vous montrer cette diapositive pour l'interprétation. L'objectif pour ce soir, c'est de vous donner des outils, des ressources en tant que famille, parents et patients qui nous écoutent. Ça, c'est pour vous. Eh bien, des fois, le retour pour la rentrée scolaire provoque quelques anxiétés. Alors, nous voulons soutenir nos proches. Alors, il y aura assez de temps pour des questions et des réponses à la fin de la séance. Mettez vos questions dans la boîte de clavardage au lieu de ce chat et vous allez voir l'icône pour les questions. Alors, il y a des gens de par le pays, des États-Unis, de l'Europe, et nous sommes épatés d'avoir toute cette diversité dans nos auditeurs. Alors, ce qui est épatant aujourd'hui, c'est notre plan d'action qui a été conçu pour aider à mettre les défis dans des catégories et offrir des outils pour les étudiants, surtout si quelqu'un vit avec une maladie chronique pour leur rentrée scolaire. Alors, jetez un coup d'œil. À gauche, il y a 4 boîtes sur l'écran. Il y en a un qui est intitulé donc le soutien tangible que votre enfant aura besoin à l'école. Alors, il y a des suggestions pratiques. Vous pouvez donc écrire quelques notes là-dedans dans la boîte. Ensuite, les soutiens sociaux émotionnels euh, pour votre enfant et aussi ce que vous pouvez faire pour défendre l'enfant. Alors, les soutiens et l'apprentissage disponibles là à l'école. Et des fois, ça, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a des gens qui viennent de différentes parties du pays et de différents pays. Alors, votre situation peut être différente en fonction de où vous êtes. Alors, on vous encourage à vous diriger vers votre établissement scolaire, les directeurs, les counselors, les enseignants. Alors, et ensuite, que devez-vous communiquer aux éducateurs, aux entraîneurs et à l'administration de l'école? Là, il s'agit de pouvoir naviguer ces différences dans les besoins de votre enfant, dans les moments de poussée et aussi pour ce qui est des effets secondaires des médicaments. Ensuite, on vous donne ici à cette page quels sont les soutiens dont vous avez besoin, avec qui est-ce que vous devriez communiquer et quelles sont les actions à prendre. Alors, comme j'ai dit avant, si jamais vous avez une question, il y a un bouton là en bas de votre écran, questions et réponses. Mettez vos questions là et on aura une partie à la fin de la séance du webinaire où nous allons passer en revue ces questions. Nous allons essayer de répondre à toutes les questions et ensuite nous allons poser les questions aux panélistes. Si on n'a pas le temps de répondre à vos questions, ne vous inquiétez pas. Il y aura donc une occasion de répondre à ces questions plus tard par courriel ou ça sera sur notre page de Facebook. Alors, j'aimerais prendre l'occasion maintenant de vous présenter nos présentateurs. Nous avons des gens très expérimentés. Alors, Colleen Castanguet, parent d'élèves et directrice de l'école primaire. Elle et son mari et les 2 enfants, Cole et Caden, vivent dans le Lower Mainland. Colleen est la directrice d'une école primaire. Caden a reçu un diagnostic de l'AIG à l'âge de 3 ans et ils ont participé à l'événement annuel Casey et Friends
pendant plusieurs fois. Kaden est maintenant presque 16 ans et a développé des stratégies d'adaptation créative au fil des ans. Elle a trouvé des divers moyens de gérer les moyens difficiles et est devenue plus indépendante dans son traitement. Les Castonguay sont une famille active qui passe le plus de temps possible à l'extérieur, à faire du vélo, à pagailler et aussi à s'occuper de leur chien Nahani. Nous avons aussi Sarah James, ergothérapeute au BC Children's Hospital. Sarah a terminé son doctorat en 2014 à l'Université de Queensland à Brisbane, en Australie, et a déménagé au Canada en 2017, où elle a commencé à travailler au BC Children's Hospital. Elle a travaillé dans divers domaines cliniques et de recherche et elle est passionnée par le soutien aux enfants et à leurs familles afin qu'ils atteignent leurs objectifs individuels. Et aussi, nous avons Joanne Marcus, physiothérapeute pédiatrique à l'hôpital C Kids à Toronto. Alors, agréée depuis 2003 et a travaillé au sein de la division de rhumatologie de C Kids depuis 2005. Elle aime travailler au sein d'une équipe interdisciplinaire qui s'efforce d'aider les patients à atteindre un état de bien-être optimal et à participer aux activités qu'ils aiment. Elle complète son travail à C Kids en enseignant au département de physiothérapie de l'Université de Toronto et elle a pu participer à plusieurs projets de recherche. Et quand elle travaille pas, elle adore passer du temps avec sa famille. Alors, rapidement sur moi, moi aussi, je suis ergothérapeute et j'ai travaillé avec les patients ayant des maladies euh, et j'ai travaillé à l'hôpital de BC Children's Hospital. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter Colleen. Bonjour, Colleen. Alors, je vous cède la parole, allez-y. Merci beaucoup, Heather. J'apprécie beaucoup. C'est vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui pour partager notre parcours pour naviguer le système scolaire. On a donc on a eu beaucoup d'aide de Casey et Friends qui nous a donné beaucoup de confort aussi et nous avons reçu beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais juste partager mon écran avec vous. J'espère que ça va bien fonctionner. Voilà. J'espère que vous voyez bien mon écran là. Alors, cette image ici était vraiment une réflexion de la famille. Ma fille Kaden, vous la voyez là en haut avec les rames. Et ça vraiment décrit qui elle est. C'est une personne indépendante. Elle adore avoir ce sens de contrôle. Et à peu près 15 jours sur la rivière Colorado, dans le Grand Canyon, elle a des idées qu'elle voulait être là, la dirigeante sur le bateau. Alors là, voilà. Alors, je voulais partager avec vous notre parcours dans trois volets. Alors, j'ai divisé ce temps. Alors, la maternelle, l'élémentaire, école, euh, et ensuite l'école secondaire. Et je vais parler de comment les choses ont changé, qu'est-ce qui était important pour elle quant au soutien dans ces périodes de temps. Et je vais utiliser ici ce plan d'action de l'école pour passer en revue sur quoi on devait se concentrer dans ces périodes. Alors, tout d'abord, quand elle a été diagnostiquée, elle était dans la pré-maternelle. Elle l'appelait avant, donc son genou qui faisait mal quand on devait voir ce qui se passait avec elle. Et souvent, elle ne pouvait pas marcher ou plier son genou avant l'après-midi. Bon, à l'après-maternelle, bon, on était dans des espaces confortables, il y avait beaucoup d'espace. Et ensuite, bon, je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils ont fait avec le genou et quels stéroïdes on lui a donné. Mais en tout cas, ça fonctionnait bien. Et ensuite, on devait passer à la question de l'uvéite avec les médicaments. Alors, pour elle, quand elle avait mal au genou ou elle ne se sentait pas bien comme petite,
Bon, elle pouvait dire facilement, bon, il faut que je m'arrête là, je ne me sens pas bien, et donc elle n'est pas limitée là pour passer à cette deuxième boîte dans les soutiens euh, soutien émotionnel. Alors, c'était pas trop difficile pour elle dans l'école primaire. Ce que on devait faire avec l'école, c'était d'avoir accès euh, pour mettre donc ses gouttes dans ses yeux. Alors, on devait quitter notre travail pour aller à l'école, pour donc lui donner ses gouttes euh, ophtalmiques. Et on a fait ça rapidement. Et ça, c'était bien. Et ce que j'ai fait au début, c'est j'envoyais un courriel au début de l'année à l'école. Alors, je n'attendais pas à ce qu'il y ait un événement ou à ce qu'il y avait un problème avec son genou ou s'il avait des nausées. Non, ce que j'ai fait, moi, de façon précoce, j'ai envoyé un message début septembre pour expliquer à l'école ce qui se passait avec elle. Et tout le monde là avait donc l'occasion de bien voir ce qui se passait et de poser des bonnes questions. Parce que habituellement, début de l'année, il y a donc des interviews parents, enseignants. Et souvent, on a envoyé un courriel quand il y avait ces interviews et quand j'avais ces réunions en présentiel. Alors, on est passé de la maternelle jusqu'à la cinquième année. Ensuite, on est arrivé après la cinquième année. Et c'est assez quand les choses ont changé. Parce que, bon, on a passé des moments très difficiles avec les injections. Elle avait une expérience très difficile avec les injections humérites et elle a donc développé une phobie des aiguilles. Et elle avait des moments difficiles pour elle. C'était pas forcément des problèmes à l'école, mais elle était un petit peu plus tournée sur elle-même. Et ce soutien émotionnel était donc plus nécessaire. Alors, ce que j'ai fait dans ce premier courriel à l'école que j'envoyais en septembre, je disais qu'elle veut que cela soit confidentiel. Et c'est à elle de le dire aux autres. Alors, il fallait être donc un petit peu plus délicat par rapport au soutien. Pour la plupart de ce temps, ces défis étaient plutôt sur les nausées parce qu'elle avait des injections chaque semaine. On essayait de faire ça le week-end, mais écoutez, le lundi matin et même le mardi, c'était difficile pour elle. Quand elle allait à l'extérieur, ça l'aidait et on voulait donc lui donner cette option. Des fois, quand elle ne se sentait pas bien, elle devait donc demander d'avoir une réduction dans l'activité physique ou de changer même les activités. Et en fait, on avait beaucoup de soutien des autres et ça, c'est bien fonctionné. Durant ce moment, nos défis portaient plutôt sur cette peur de l'aiguille. Et ça, c'était plutôt une chose qui était difficile à la maison et non pas à l'école. Alors, on devait toujours avoir des instructions pour des cours ratés. En tant que éducatrice, moi, je trouve que les familles nous disaient, ben, écoutez, si on rate l'école, est-ce qu'on peut envoyer tout cela à la maison, le travail à la maison, pour que les personnes puissent se rattraper? Écoutez, moi, je sais que la personne ne rate pas tout simplement un papier qu'on doit donc récupérer, mais on manque l'activité qui était associée à l'apprentissage. Alors, ce sont ces choses, bon, quand on n'est pas là en présentiel, on ne, on ne peut pas donc avoir l'instruction et l'exercice qui allait avec. Alors, moi, je me préoccupais, mais on a pu gérer, on a pu surmonter cela euh, pour la période de l'école intermédiaire. Elle avait d'autres activités à faire pour l'exercice physique, mais du côté académique, c'était beaucoup plus difficile dans l'école intermédiaire. Alors, maintenant, pour l'école secondaire, alors là, il y avait donc d'autres défis qui étaient là.
Elle avait toujours besoin d'accès quand elle avait des nausées et les médicaments, donc, il y avait plus, en fait. Et des fois, elle ne recevait pas ses injections le week-end. Et c'était dimanche soir au lieu que vendredi ou samedi soir. Et ça rendait les choses plus difficiles. Et elle avait dû donc rater quelques cours. Et donc, elle avait beaucoup de difficultés au niveau académique durant cette année. Alors, il y avait quelques pépins là. Sur le chemin, on a dû parler avec les enseignants du fait qu'elle ne se sentait pas bien ou si elle devait quitter, ou on devait essayer de gérer la question de, bon, est-ce qu'elle essaye de ne pas faire le travail elle-même? Parce qu'honnêtement, il y avait des jours que c'était peut-être le cas, parce qu'elle trouvait tout cela très difficile. Alors, ça nous a pris beaucoup de communication. On s'est présenté à chaque interview parent, enseignant, on avait des courriels envoyés avec les enseignants constants, parce qu'on voulait garder cette bonne relation avec les enseignants. Il s'agissait d'être une équipe pour travailler pour elle. Alors, les grands projets et les dates butoirs, eh bien, cela a beaucoup aidé Kaden de savoir à l'avance quels étaient les échéanciers. Et aussi, on voulait être là pour savoir qu'elle était là. Elle prenait l'acide folique, elle prenait ses injections le vendredi, bien que ça donc ruine le week-end, surtout quand elle était ado. En tout cas, c'était des choses qui venaient avec le chemin là. Et à ce point ici, elle était en 11e année. C'était la première année que je n'ai pas envoyé un courriel aux enseignants. Au cours des 12 derniers mois, je, bon, en fait, ça fait depuis 3 ou 4 ans, mais elle voulait avoir cette indépendance. Elle voulait pouvoir être en contrôle de ce qui se passait à son corps. Eh bien, je lui ai dit, écoutez, j'envoie toujours un courriel aux enseignants, qu'est-ce que tu veux faire? Et elle m'a dit, non, non, euh, moi, je vais le parler moi-même. Et ça, c'est ce que on a fait. Alors, j'étais convaincu qu'elle allait parler avec les enseignants elle-même. Alors, pour ce qui est du côté social, émotionnel, elle voulait toujours avoir la question de confidentialité respectée, même avec les amis, même avec quelques amis. Il y a certains amis qui connaissent euh, la situation, d'autres non. Un autre défi, inattendu pour moi au moins, c'était donc de jouer les sports communautaires avec l'école. Elle était une petite très active. Elle jouait le foot, le rugby. Et on est rendu à un point où il y avait donc une poussée dans son genou et elle essayait de jouer le rugby. Et tout simplement, elle ne pouvait pas gérer les deux sports en même temps. Son corps ne guérissait pas assez vite. Et puis, elle était là dans l'équipe de rugby. Elle aimait bien ça, euh, l'atmosphère. Alors, elle n'a jamais partagé avec quiconque ce qui se passait. Alors, quand des choses ont dérapé, elle ne pouvait pas aller aux pratiques. Elle avait un peu de difficulté à naviguer la situation. En essayant d'expliquer aux autres sans dire exactement ce qui passait. Elle disait par exemple, je ne peux pas aujourd'hui parce que j'ai mal aux jambes. Et au final, elle a dû donc jeter l'éponge. Et écoutez, ça, c'était un moment d'apprentissage pour elle, parce elle a pensé à ce qu'elle aurait pu faire. Ça, c'était très difficile pour elle. Alors, d'avoir l'équilibre entre la confidentialité et d'avoir l'indépendance, elle représente des moments difficiles. Là, on se trouve à un moment où on était convaincu dans sa capacité de prendre des bonnes décisions positives pour sa santé. Et c'est formidable de le voir. Elle peut vraiment parler elle-même avec ses enseignants.
Et une des choses que nous faisons à la maison, même avant ces conversations, c'est qu'on fait des répétitions. Bon, si vous connaissez ma fille, elle parle beaucoup, hein. Alors, il faut qu'elle ralentisse, il faut qu'elle soit consciente de ce qu'elle dit, même avant les rendez-vous avec les médecins ou avec les conversations avec les enseignants. Il faut vraiment trouver le message, les points importants qu'elle doit changer et donc prendre ces messages et d'assurer qu'elle transmette cela aux enseignants. Alors voilà notre parcours là avec les différentes parties de l'école. Et encore une fois, il y avait beaucoup de soutien de notre équipe à l'hôpital Children's Hospital et à Cassie et Friends. Et au final, nous avons beaucoup de soutien émotionnel à la maison. Et voilà, Kaden ici avec notre chien Nahani, qui est là aussi pour nous aider. Alors voilà pour notre famille. Et j'apprécie beaucoup euh, euh, merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion de partager avec vous. Merci beaucoup, Colleen. C'est formidable cela. Très utile là de nous avoir expliqué les différentes étapes d'école. Alors, je suis désolé parce que je voulais dire que le plan d'action de l'école, on l'a mis dans la boîte de clavardage. Alors, on vous encourage à prendre une minute de télécharger le document. Comme ça, vous avez une copie là avec laquelle vous pouvez suivre et ça serait peut-être utile pour vous. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter notre prochaine invitée, Sarah James, ergothérapeute, et Joanne Marcus, physiothérapeute. Elles vont nous parler de conseils pratiques. Merci beaucoup, Heather, mais désolé pour le retard. Alors, c'est un plaisir d'être invité ce soir, Joanne et moi, pour vous donner des conseils sur la participation à l'école d'un point de vue d'un ergothérapeute et d'un physiothérapeute. Alors, ce soir, je vais couvrir des considérations quand il s'agit de modification de classe, soutien à l'école, des tests, considération de tests et soutien sociaux et émotionnel. Ensuite, je vais céder la parole à Joanne qui va parler du rythme et participation dans les sports. Comme Heather a dit, n'hésitez pas à ajouter des notes à votre plan d'action quand on passe par toute l'information ce soir et on va s'arrêter durant la présentation pour vous donner la chance de le faire. Alors, souvent, on voit des étudiants qui vont à l'école avec des sacs à dos qui sont encore plus grands que leur dos et sont accroupis pour essayer de tenir le poids. On veut que le poids ne soit pas trop lourd. C'est très important pour les étudiants, surtout pour les étudiants qui souffrent de l'arthrite ou d'autres symptômes qui sont aggravés par cette charge supplémentaire. Alors, quand il s'agit du poids du sac à dos, le sac ne devrait pas être à 10 à 20% du poids de l'enfant. Alors, si un enfant de 10 ans qui est de 50 livres, on veut avoir un sac à dos de 5 à 10 livres. Des fois, c'est difficile de penser à des façons de réduire le poids de ces sacs. Et des conseils sont là pour ceux qui ont des manuels utilisés. On pourrait peut-être avoir une deuxième manuel pour laisser un à la maison. On peut aussi utiliser des informations en ligne. Et des fois, on peut laisser des choses plus lourdes à l'école, comme des bouteilles ou des instruments, si on ne les a pas besoin cette soirée pour l'entraînement. Alors, et on peut utiliser donc des casiers à l'école pour pouvoir mettre tous les objets là-dedans. Pour ce qui est de le sac à dos à choisir, il n'y a pas une marque que nous recommandons, mais il y a plutôt des caractéristiques qu'il faut garder en tête pour minimiser les douleurs des muscles. Alors, habituellement, le sac même ne va pas être plus grand que le dos de votre enfant. Alors, on peut chercher
euh, des cordons qui sont plus grands pour qu'il y ait donc une répartition du poids. On peut avoir également plus de cordons qui peuvent être là pour distribuer le poids. Ensuite, nous voulons pouvoir ajuster les sangles pour que le sac est là par-dessus les hanches. Et pour quelques étudiants qui ont de la difficulté avec le port du sac à dos, il y en a d'autres qui préfèrent avoir un sac qui a des roulettes. Et au final, alors comment nous mettons les objets dans les sacs? Alors, idéalement, nous avons donc les choses lourdes qui sont là au centre du sac. Il y a d'autres compartiments qui sont là pour aussi aider, surtout pour les étudiants qui ont des problèmes avec les poignets ou les mains, parce que des fois, on a de la misère à sortir les objets du sac. De savoir là où sont les objets ou avoir des poches de l'externe peuvent aussi aider. Une autre chose, si votre enfant, votre ado utilise un laptop, il faudrait avoir un sac qui a donc une pochette pour le laptop pour réduire cette charge, pour éviter d'avoir un autre sac supplémentaire pour le laptop. Quelques idées là pour une des modifications potentielles pour la salle de classe. Gardez à l'esprit que ces modifications sont uniques pour chaque enfant. Et comme Colleen nous a expliqué, ça varie durant l'année et ça va changer avec le temps. Alors, les demandes vont changer et bon, des fois, il y a des changements et des poussées dans les maladies. Ce qu'il faut garder à l'esprit pour l'organisation de la classe, position de siège varie en fonction de l'enfant. Alors, s'il y a quelqu'un qui est devient rigide pendant qu'on est assis pendant longtemps, des fois, quand on se met en arrière de la salle, l'enfant sera plus à l'aise. Si l'enfant a l'uvéite ou d'autres inflammations, peut-être la personne veut se mettre là devant la classe pour avoir un meilleur accès vers le devant de la classe. Pour d'autres étudiants qui ont la difficulté de lever du plancher, d'avoir accès à une chaise est utile. Des fois, c'est aussi bien de faire ça avec un ami. Comme ça, l'enfant n'est pas ciblé. Donc, d'avoir aussi d'avoir quelques supports pour le dos qui va aider avec la posture. Equipment or technology can also help to make life a little easier at school for some students. Également, on peut utiliser la technologie pour faciliter l'existence de l'enfant. Alors, par exemple, l'accès à un ordinateur ou un ordinateur personnel, c'est bien lorsque c'est difficile à écrire. Par exemple, un logiciel peut être utile aussi, des logiciels plus spécialisés également lorsqu'on peut saisir du texte facilement. Et pour tous les élèves qui ont de la difficulté à écrire ou qui prennent du temps, quelquefois, on peut aussi utiliser des adaptateurs à crayons ou des prises pour crayons, des crayons mécaniques. Encore, il y a des élèves qui ont besoin d'attelles ou d'appareils orthopédiques et ça peut aider aussi à alléger, atténuer la douleur. Par exemple, si le poignet fait très mal. Alors maintenant, je vais vous parler de l'uvéite ou de l'inflammation oculaire. C'est difficile quelquefois pour l'enseignant de savoir ce qu'il en est. Les élèves qui ont de l'uvéite, par exemple, ont des problèmes d'éblouissement. Par exemple, il vaut mieux que la lumière provienne de l'arrière plutôt que de l'avant. Et ça, c'est parfois utile. Par exemple, on peut utiliser du papier coloré, on peut aussi adapter la position assise dans la classe. Également, on peut avoir des filtres d'écran. Et également, il faut porter des lunettes à l'extérieur, des lunettes de soleil, parce que quelquefois, la neige, par exemple, réfléchit la lumière. Et aussi, il y a des fluctuations dans la vision. Et il faut communiquer avec les enseignants. Il faut que les attentes soient souples. Quelquefois, il y a des changements visuels. Par exemple,
On peut augmenter la taille des caractères dans certains cas. Également, on peut faire des pauses assez fréquentes, également avoir un peu plus de temps pour les examens. Et aussi, dans le cas d'activités physiques, c'est parfois difficile de se déplacer sur un terrain inégal. Alors, il faut prendre un peu plus de temps, éviter de se dépêcher. Par exemple, peut-être les sports du ballon sont plus indiqués. Alors, il faut montrer aussi l'équipement avant le jeu. Alors, peut-être que vous pouvez parler de l'équipement dont votre enfant a besoin ou parler du sac à dos, ou de la technologie ou encore la configuration de la salle. Alors, je vous donne une petite pause pour réfléchir à tout ça. Je vais continuer. Alors, écrivez vos idées. On va revenir au plan d'action un peu plus tard. Maintenant, le soutien à l'apprentissage. Alors, dans certains cas, du VIH ou de maladies rhumatismales, eh bien, peut-être que ces enfants-là ont accès à un plan de programme éducatif. Alors, il faut en parler aux enseignants, l'équipe qui s'occupe de cela à l'école. Alors, dans le cas d'un plan éducatif personnel, c'est utile dans certains cas, ce plan d'éducation. Ça permet de renforcer les besoins et également d'améliorer l'apprentissage, avoir des objectifs d'apprentissage. Également, on voit les soutiens supplémentaires qui peuvent être utiles. Également, les ressources additionnelles euh, peuvent être utiles lorsqu'on manque des cours. Par exemple, on peut avoir des copies de notes. On peut aussi avoir un deuxième jeu de notes ou de manuels. Également, quelquefois, le tutorat est nécessaire ou encore une étude avec les pairs. Quelquefois, c'est difficile de rattraper les cours manqués. Et puis, il faut le faire de façon raisonnable. Alors, il y a aussi un apprentissage alternatif. Donc, tout cela permet de se rattraper. Et quelquefois aussi, les façons d'apprendre peuvent être différentes dans le cas de certains élèves qui ont des maladies rhumatismales. Maintenant, la question des examens. Alors, évidemment, cela change d'année en année jusqu'à la fin de l'école secondaire. Vous pouvez peut-être en parler avec les enseignants. Vous pouvez peut-être demander un peu plus de temps pour les examens écrits. Donc, l'élève peut prendre quelques pauses, pardon, surtout si son poignet ou sa main lui fait mal. Alors, quelquefois, il vaut mieux utiliser un ordinateur portable. Quelquefois, c'est plus facile à taper sur un clavier plutôt que d'écrire à la main. Également, il faut tenir compte du moment de la journée. Alors, l'après-midi, par exemple, est préférable si l'enfant a beaucoup de raideur le matin ou encore si l'enfant devient de plus en plus fatigué au cours de la journée, il vaut mieux peut-être que l'examen ait lieu le matin. Donc, il faut éviter le stress. Également, lorsqu'on parle d'examen, il faut penser aussi à la douleur et la douleur a un effet sur la concentration. Alors, comment est-ce qu'on peut euh, atténuer les effets de la douleur? Alors, ça pourrait être des médicaments. Également, on peut avoir accès à par exemple, de la glace, des compresses aussi de chaleur. Et également, la concentration peut être un problème. Alors, peut-être il vaut mieux placer l'élève dans un endroit tranquille pour éviter les distractions. Et quelquefois aussi, il faut reporter l'examen en raison de poussées ou de rendez-vous. Donc, il faut parler
donc aux représentants qui sont à l'école et ne pas attendre à la dernière minute pour éviter le stress. Et dernier point, il s'agit de soutiens sociaux et affectifs parce qu'on sait que l'arthrite juvénile et d'autres maladies rhumatismales ont un effet sur la santé mentale. Donc, ces appuis émotionnels permettent d'avoir une meilleure santé mentale. Alors, voici quelques soutiens qui peuvent vous aider. Alors, peut-être il y a un conseiller en orientation, il y a un soutien à l'école ou encore il y a le soutien qui vient de la part des pairs, par exemple le programme de mentorat des jeunes de Casey and Friends. Peut-être que vous pouvez avoir accès à un psychologue ou un travailleuse sociale. Il y a aussi des camps au Canada et j'espère qu'au niveau international, il y a aussi des camps pour les enfants atteints d'arthrite. Alors, c'est une bonne façon pour les enfants de se faire des amis et aussi de pouvoir discuter avec d'autres de leurs stratégies et de comment composer avec les difficultés qu'ils ont. Et c'est très important de demander à l'enfant comment il se sent. Alors, c'est bien d'établir des liens sociaux et aussi c'est très important de bien dormir lorsqu'on est un enfant qui est atteint d'arthrite. Il y a toutes sortes de ressources euh, en ligne qui existent pour les enfants, pour les ados et les parents. Alors, en Colombie-Britannique, il y a le site web de Kelty Mental Health. Il y a aussi le site de Foundry. Alors, maintenant, une petite pause pour écrire ce que vous avez comme idée au sujet du soutien à l'apprentissage, des examens et dans des conditions particulières ou encore des soutiens sociaux et affectifs. Alors, vous pouvez noter ce qui vous vient à l'esprit au sujet de ces 3 points-là. Soutien à l'apprentissage, examen dans des conditions particulières, soutiens sociaux et affectifs. Très bien, merci Sarah. Je vais poursuivre. Je vais vous parler de dosage des efforts ou de suivre son rythme dans le cas de poussée. Alors, on va parler de certaines choses. On veut s'assurer que les articulations ne travaillent pas trop lorsqu'il y a de la douleur. Alors, c'est très important d'adapter son rythme. Et donc, il faut donc ralentir. Alors, dans le cas de pousser, c'est de continuer à bouger si la douleur le permet, de trouver un équilibre entre les moments de repos et l'activité à faible intensité. Et également, lorsqu'il y a moins d'énergie et d'appétit, évidemment, ça a un effet sur la participation en classe. Alors, lorsqu'il faut avoir un repos, eh bien, il ne faut pas hésiter. Alors, bien souvent, les enfants qui ont de la douleur ont une fatigue accrue et cela a un effet sur la concentration en classe. On le sait que les matins peuvent être très difficiles pour un enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a de la raideur, souvent il y a de la fatigue. Donc, les enseignants doivent comprendre que l'enfant peut arriver en retard à l'école. Parce que il y a la raideur, il y a la douleur, quelquefois aussi il y a un enflement et c'est important donc de communiquer avec les enseignants. Alors, Cassie and Friends ont des ressources en ligne qui
vous permettre de mieux préparer les discussions avec les enseignants, les administrateurs, les entraîneurs sportifs. Et il y a aussi des modèles de lettres qui existent qu'on peut donner aux administrateurs d'école. Au fur et à mesure que l'information est mieux connue, et si la poussée s'atténue, on peut commencer à faire des étirements, on peut aussi avoir des activités avec impact. Et alors, c'est important aussi de continuer à s'adapter à son rythme, et on sait que certains jours sont mieux que d'autres. Et si jamais il y a une douleur ou enflement articulaire qui euh, sont accentués et que ça dure plus de 1 à 2 heures après une activité, peut-être qu'il vaut mieux faire un peu moins d'exercice, moins d'intensité, que ça ne dure pas trop long. Alors, la prochaine fois, il vaut mieux diminuer l'intensité ou la durée de moitié. Par exemple, 2 heures, faire des bicyclettes, eh bien, faites-en plutôt une. Alors, une fois que l'inflammation s'est atténuée, on, on veut évidemment revenir à une activité normale lorsqu'il y a une rémission. Par exemple, lorsque la blessure sportive est réglée, eh bien, il faut quand même veiller à ce qu'il y ait des journées de repos et de la récupération. Alors, il faut aussi parler avec les entraîneurs des sports qui sont indiqués. Par exemple, s'il y a des contractures, par exemple, il faut peut-être faire un peu plus d'entraînement avant de reprendre le sport de façon normale. Alors, n'oubliez pas que le sommeil est très important en tout temps, ainsi qu'un bon régime alimentaire. On va prendre une petite pause et je vais vous demander de réfléchir à votre propre cas. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à votre plan d'action au sujet de la prise en charge des symptômes et de la façon de s'adapter à son rythme? Bon, alors ma collègue va reprendre maintenant. Non? Bon, d'abord, j'aimerais vous montrer une photo. Alors, ici, elle était pleine d'énergie, mais donc ça a été pris hier, un tournoi de soccer. Et donc, notre objectif, évidemment, c'est qu'il y ait une participation pleine et entière dans un sport ou une activité sportive. Et puis, on sait qu'en rémission, les enfants ont moins d'activités. Alors, c'est très important de trouver des activités que l'enfant aime, mais qui soient adaptées. Alors, il faut communiquer avec les enseignants et les moniteurs entraîneurs. Alors, il y a diverses façons de faire de l'activité. Même si l'arthrite est mal contrôlée. Par exemple, on peut plutôt jouer avec un ballon de plage au lieu de faire du basketball. Peut-être il vaut mieux marcher plutôt de courir. Alors, par exemple, s'il y a un sport donné, on doit avoir diverses aptitudes. Peut-être on peut mettre l'accent sur une des aptitudes plutôt que l'ensemble des aptitudes. On peut aussi peut-être avoir un programme individuel avec un assistant en éducation, ou encore les enfants ont des camarades d'école qui vont les accompagner dans leur entraînement, à faire des étirements et autres exercices de ce genre. Maintenant, j'aimerais vous présenter Maya. Elle a eu le diagnostic d'arthrite juvénile à un très jeune âge, et j'aimerais vous montrer quelques citations qu'elle a faites.
ici. Alors, j'ai commencé la gymnastique de compétition quand j'avais 9 ans. Alors, ça marchait bien au début, mais j'ai eu de la douleur arthritique et j'avais de l'enflement dans mes genoux. Alors, c'était difficile pour moi de marcher. Alors, évidemment, de sauter, et c'était encore plus difficile. Et j'ai eu des injections de cortisone dans les genoux pour atténuer la douleur. Et je me suis rendu compte que mon entraîneur m'a aidé à comprendre que la peur ne définit pas mes aptitudes. Ma peur, c'est la seule chose qui me limite d'arriver à mon plein potentiel. Et ce que je vois ici, c'est l'importance d'avoir un réseau de soutien. Et je vois que vous êtes là, vous faites partie du réseau de soutien. Alors, il faut trouver une activité qui intéresse l'enfant, écouter son corps, être gentil et persévérer à son rythme. Maintenant, la prochaine diapo. D'autres points que j'aimerais souligner, c'est que tous les enfants ne vont pas parler de leur douleur. Et les enfants n'ont pas tous de la douleur lorsqu'ils ont de l'arthrite. Et il y a aussi un risque de blessure au cours d'une flambée. Alors, il faut apprendre à écouter son corps. Et puis, les enfants peuvent être à risque donc d'avoir une blessure lorsqu'ils ne sentent pas la douleur. Alors, ça, c'est important. Alors, c'est difficile de distinguer la douleur de l'arthrite d'autres douleurs. Alors, la douleur de l'arthrite est toujours présente, peu importe l'activité, ça se passe d'une façon générale. Alors, s'il y a une nouvelle douleur qui est liée à une activité, ça peut rester ou disparaître. Et si la douleur demeure, il vaut mieux consulter le médecin, le spécialiste ou encore la physiothérapeute. Alors, la douleur de l'arthrite est différente d'autres douleurs et il faut utiliser l'orthèse, les attelles. Il faut aussi avoir des chaussures de soutien adéquates et il faut que le talon soit en bonne position. Et donc, si on veut avoir un contrôle de la torsion du pied en quelque sorte. Maintenant, on va prendre encore une petite minute pour pouvoir noter des points au sujet de la participation aux activités sportives ou à la gymnastique. Donc, vous pouvez maintenant écrire ce qui vous vient à l'esprit. Merci beaucoup, Joanne et Sarah. Je vais vous demander maintenant de prendre une petite minute pour réfléchir à tout ça. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre dans la boîte de questions et réponses qui est au bas de votre écran. Notre première question, avez-vous des conseils à donner aux enfants qui entrent à l'école maternelle? Avez-vous des suggestions sur la transition entre la garderie et la vraie école? Alors, Colleen a déjà abordé cette question-là, mais peut-être Colleen a autre chose à ajouter. Oui, pouvez-vous m'entendre? Oui, très bien. Écoutez, moi, je suis dans une école élémentaire et je rencontre beaucoup de parents et ça peut faire peur, vous savez, parce que
La courbe d'apprentissage présente des défis. Lorsqu'on s'inquiète de l'enfant et bien souvent, ce n'est pas évident. Lorsqu'on passe de la maternelle à l'école, et je vois qu'ils ont une journée qui semble assez longue et on veut donc avoir une journée qui soit bien structurée, bien organisée. Par exemple, Caden, elle a un genou qui lui fait mal pour une partie de la matinée. Elle ne pourra pas vraiment respecter le rythme à l'école. Alors, n'oubliez pas, la journée dure un certain temps à l'école. Alors, est-ce qu'il faut commencer par passer toute une journée à l'école? Alors, vous pouvez peut-être faire une entrée progressive à l'école. Et aussi, toutes les ressources qui figurent sur le site de Casey and Frank sont très utiles. Et l'information, c'est un pouvoir parce que lorsque vous avez de l'information, cela vous prépare à discuter avec les administrateurs de l'école. Vous pouvez, par exemple, souligner certains points. Alors, vous présentez des faits, la réalité, c'est tout. Et également, en tant que parent, vous êtes là pour défendre les intérêts de votre enfant. Moi, en tant que directrice d'école, euh, je sais que beaucoup de parents défendent les intérêts de leurs enfants, mais je peux dire que je comprends que lorsqu'il y a un parent qui est fâché, c'est parce que l'enfant veut toujours ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Et bien souvent, il y a beaucoup d'émotions en jeu, mais le partenariat est très important entre le parent et les administrateurs d'école. Alors, c'est très important d'avoir une bonne communication ouverte. Merci. Et aussi, il faut commencer à discuter rapidement, le plus tôt possible de toutes ces questions-là, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Autre question maintenant. Comment pouvons-nous aider euh, à prendre en charge la douleur à l'école, notamment les effets secondaires des médicaments et le temps de repos? C'est peut-être une question pour Colleen. On n'a pas de médecin ou d'infirmière ici, donc peut-être que Colleen, en tant qu'éducatrice, peut répondre. En fait, c'est une question euh, de, d'aménagement pour l'enfant à l'école parce que les besoins sont différents. Donc, il faut au cours de la discussion, c'est important de parler des aménagements à l'école. J'essaie de réfléchir à ce qui est le plus important. Il y a tout un processus en jeu. Par exemple, si vous avez parlé à l'enseignant et que vous avez une bonne relation avec l'enseignant, eh bien, vous parlez à l'enseignant. Et si vous avez l'impression que l'administrateur ou une personne comme moi, par exemple, est plus intimidante, eh ben, il vaut mieux peut-être à ce moment-là demander au médecin de communiquer avec l'école. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir accès à une plus grande équipe qui va vous représenter auprès des administrateurs d'école. Merci. Prochaine question. Euh, Connaissez-vous de nouveaux logiciels de synthèse vocale ou quelque chose d'analogue destinés à faciliter l'écriture chez les personnes atteintes d'une arthrite juvénile
active. Alors, pouvez-vous expliquer un peu plus ce qu'il en est? Oui, il y a toutes sortes de logiciels qui existent et l'accès est différent en fonction de l'école. Chaque école est différente. Alors, certains logiciels sont gratuits, d'autres non, ça dépend de l'école. Et il y a la reconnaissance vocale qui est utilisée à l'école, aux universités aussi. Alors ça, c'est bien si vous êtes élève. C'est peut-être que vous pouvez utiliser un logiciel de dictation. Il y a d'autres applications. Il y a aussi Android, Gboard qui existe. Et Apple a Dictation, c'est une application que vous pouvez utiliser pour la dictée et ça peut être utile aussi pour une utilisation au téléphone portable. En tout cas, il y a toutes sortes de logiciels qui existent. Alors, il y en a toujours de nouveaux qui voient le jour. Donc, ça existe et cela ne coûte pas nécessairement très cher. Il y a des outils gratuits qui existent. Merci. Pouvez-vous nous parler de la recherche et des stratégies concernant le lien entre la santé mentale, l'anxiété et les maladies rhumatismales? Sarah, peut-être que vous voulez répondre à cette question-là. Oui, écoutez, moi, je suis très passionnée par ces questions-là parce que je pense que la recherche est très utile. Et puis, il y a de plus en plus de recherches à ce sujet-là, mais on sait que les enfants atteints d'AGI ont un plus grand risque de troubles de santé mentale. Et cela ressemble à d'autres maladies. Donc, et il faut mettre des ressources dans ce domaine-là. Il faut en parler de plus en plus. Les parents doivent en parler, mais aussi il faut en parler lorsqu'on est devant un médecin. Lorsqu'il y a donc des consultations en cabinet, il faut en parler parce qu'on sait que c'est une préoccupation, cette question de santé mentale. Il faut utiliser les mesures qui existent. Alors, on peut aussi avoir accès aux conseillers, autres spécialistes de la santé mentale. Mindful of ensuring balance, things like physical Et activities. ensuite, bon, il s'agit de s'assurer qu'il y a de bonnes habitudes bon, pour la gestion des maladies chroniques, parce que ça, c'est un stress supplémentaire pour les étudiants, surtout avec le temps. Alors, cette condition peut rendre les choses même plus difficiles. Alors ça nécessite beaucoup d'attention, certainement. Même quand les choses vont bien, on veut s'assurer qu'on maintient cette santé mentale, parce que tout peut changer avec le temps, même avec au cours une courte période de temps. Peut-être les autres ont quelque chose à ajouter? Quelqu'un d'autre, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, c'est un aspect très important pour le quotidien. Et quand on a ces compétences de santé mentale, et c'est important de les utiliser, surtout quand on en a besoin, pas quand seulement on se trouve dans une situation stressante. Alors, comment est-ce que les enfants peuvent défendre pour eux-mêmes quand les parents ne sont pas là, surtout quand il s'agit de la gestion des symptômes? Je sais que Colleen, vous avez parlé un petit peu de votre propre situation avec Kin. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Non, en fait, je n'ai rien d'autre à ajouter, mais peut-être, je veux dire que les enfants, les étudiants n'ont pas toujours les bons mots. Alors nous devons les habiliter avec les bons mots. Écoutez, moi je fais ça, moi, avec les enfants ici à mon travail.
je leur demande bon, qu'est-ce que vous voulez me dire et ensuite j'essaye de répéter la même chose et ça habilite l'enfant de plusieurs façons et dans plusieurs aspects de leur vie. Et l'autre chose, quand vous savez que l'enfant essaye de dire quelque chose à l'école, ça vaudrait peut-être la peine de faire un suivi avec l'enfant. Ah bon, qu'avez-vous entendu de cette personne? Est-ce qu'elle a bien expliqué? Aviez-vous d'autres questions à poser? Et comme ça, vous pouvez répéter ces questions. Comme ça, vous êtes là pour aider. Et l'autre chose, il faudrait donc voir si l'enfant vient à la maison pour vous dire qu'ils étaient là pour se défendre eux-mêmes devant l'enseignant. Parce que peut-être vous ne savez pas quand c'est le cas. Alors, écoutez, moi, je sais en tant que maman que ça, c'est des fois, l'enfant veut partager des expériences de leur jour avec vous et d'autres fois non. Alors, il faudrait garder contact et c'est comme ça on peut aider. Oui, j'ajouterai une autre chose. Ça chevauche avec les deux autres questions. Et là, il s'agit de cette idée de développer des stratégies ou un plan de gestion dans l'équipe, en tant qu'équipe, au début de l'année. Et bon, l'enfant devrait faire partie de l'équipe pour élaborer ce plan. Alors, si vous savez que c'est difficile le matin ou s'il y a donc une raideur ou une douleur, bon, si on sait qu'il y aura donc plus de douleur et raideur jusqu'à 11 heures le matin, eh bien, d'avoir ces points spécifiques pour l'enfant, par exemple, d'avoir une compresse chaude là à l'école ou d'avoir un espace pour la personne même. Et alors, il s'agit d'avoir cette discussion et de faire participer l'enfant même dès le début. Et ça pourrait les aider à se sentir, à se présenter devant l'enseignant et de dire qu'ils ont besoin de leur compresse chaude ou d'avoir une pause. Il y a des classes dans la maternelle qui sont organisées de façon différente en fonction du conseil scolaire. Des fois, ils ont des stations là où les enfants peuvent y aller. Donc, on peut s'assurer qu'il y a donc des stations silencieuses là où on a des options pour marquer une pause, pour s'asseoir. Parce que des fois, même pour un enfant de 4 ans, c'est difficile de s'asseoir sur le sol et de se relever après. Alors oui, il faudrait envoyer ce courriel en septembre, d'élaborer un plan dès le début en tant qu'équipe. Et ça peut aider à habiliter l'enfant. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Oui, allez-y. Une chose qui a été très utile tout au long de ma carrière, j'ai vu donc qu'il y a beaucoup plus qu'on peut faire dans la classe pour soutenir les étudiants avec des besoins qui diffèrent. Ben, il s'agit de, bon, même avec la réglementation au niveau émotionnel. Eh bien, j'ai parlé avec d'autres districts aussi. Alors là, il ne s'agit pas de seulement de là où je suis. En Colombie-Britannique, par exemple, on a beaucoup mieux fait parce que nous avons ces espaces silencieux. Peut-être on a donc un endroit doux là pour qu'on puisse se reposer. Et ça n'existait pas là quand j'ai commencé dans la carrière là. Alors, il y a eu un pivot positif. Alors, on peut même poser ces questions. Avez-vous donc un espace silencieux pour l'enfant ou un siège qui n'est pas dur? Et ça, c'est pas difficile à faire, hein. On ne demande pas d'avoir une chose difficile. Et j'espère que vous allez pouvoir donc ensuite obtenir ces choses. Voilà, merci. Comment pouvons-nous bien communiquer les besoins pour les accommodements comme une date alternative pour les tests, par exemple matin ou après-midi, à cause du fait qu'on a plus de douleurs le matin?
Quelqu'un? Sarah, peut-être? Oui, oui, je ne veux pas me répéter, mais tout revient à cette communication tôt. Alors, que ce soit le courriel à l'école, d'utiliser un gabarit de l'école qu'on trouve sur le site web de Cassie et Friends, ou l'équipe de soins peut donner ces gabarits. Alors, d'avoir tout cela donc écrit de façon formellement. Comme ça, on peut discuter de cela de façon tôt. Alors, quand on a le test, on a assez de temps pour pouvoir avoir des accommodements. Alors, tôt l'année, c'est ce qui est clé et de faire ça par écrit. Qu'est-ce qui est mieux, dactylographier ou l'écriture? En fait, il n'y a pas donc une bonne réponse ici. Tout dépend, en fait, parce que tout dépend de leurs symptômes et peut-être aussi ça dépend du jour même ou de la classe. Il y a des étudiants qui vont me dire que le dactylographier, c'est moins douloureux pour eux s'ils ont des problèmes de la main ou des poignets. Et il y a des fois des moments où ils ont l'impression que ils vont se souvenir de l'information si la personne écrit. Et ensuite, là, il s'agit des mathématiques. Et ça, c'est très difficile de faire sur un ordinateur ou sur un laptop. Alors ensuite, l'enfant donc décide d'écrire. Alors, un mélange fonctionne bien. Même chose pour les examens. Il y a des étudiants qui veulent passer des examens avec un laptop, d'autres ont l'impression qu'ils aiment mieux avoir l'information là par écrit. Mais des fois, ils ont tout simplement besoin de plus de temps. Alors là, il s'agit de accommodement tôt pour qu'on puisse donner plus de temps pour l'examen, pour qu'on peut accommoder les petits pauses pour l'étudiant. Alors, et, pour résumer, bon, c'est pas la même chose pour tout le monde et souvent, c'est une combinaison de ces aspects qui fonctionnent bien. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Il y a des examens, des tests qui nécessitent beaucoup d'écriture. Mais des fois, il y a des enfants qui passent les tests de façon orale. Alors, de s'asseoir avec l'enseignant, de répondre aux questions de façon orale, parce que des fois, c'est trop difficile d'écrire ou même de dactylographier. Merci. Comment est-ce que je dis à l'école d'essayer de distraire l'enfant de la douleur avant de récupérer l'enfant? Alors, comment communiquer avec l'école pour essayer de distraire l'enfant par rapport à la douleur avant de récupérer l'enfant d'école? Colin, est-ce que vous avez des suggestions? Alors, j'ai l'impression que là, il s'agit d'une situation précise. Peut-être qu'on peut avoir une conversation dans une autre situation là. Mais ce que je dirais, bon, les distractions que vous utilisez à la maison, quelles sont ces distractions? Est-ce que l'enseignant a accès à ces aspects qui pourraient distraire? Comme ça fonctionne à l'école ou dans la classe. Alors, je dirais, bon, enseignant, est-ce que l'enseignant est outillé avec les outils nécessaires dans une telle situation? Et ensuite, dans une situation plus précise, je dirais peut-être que on pourrait avoir peut-être un nivellement, c'est-à-dire donc voilà ce que nous avons essayé, nous avons ensuite essayé ceci et cela. Alors peut-être qu'on pourrait appeler la maison parce que nous avons euh, donc passé par chaque étape. Comme ça, vous avez l'impression qu'il y a eu un essai et que ça serait peut-être mieux si on avait des outils précis pour aider. Alors en fait, ça c'est une question qui nous mène à d'autres questions à poser. Oui, ça c'est tout un processus, n'est-ce pas? Oui, absolument. Qu'est-ce que vous faites avec des gens qui veulent donc tout savoir?
Alors, je ne sais pas si vous êtes prêt à répondre à la question. Oui, bon, ma fille serait la meilleure personne à répondre à cette question parce que ce sont ces moments, ce sont ceux vécus. Parce que comme ça, on peut poser cette question aux autres étudiants pour essayer de voir ce que les gens ont fait. Eh bien, bon, visiblement, quand vous rentrez dans l'ascenseur, vous devez donc tout simplement donc être fort. C'est difficile de ne pas être vu. Alors, la meilleure stratégie serait de tout simplement être fort et de dire, il faut que je l'utilise. Et vous continuez comme ça. Mais c'est pas facile, hein, c'est pas aussi facile. Et qu'en est-il de, bon, d'avoir une permission d'avoir un ami de venir avec vous? Ça pourrait peut-être vous aider et ça va peut-être vous encourager à avoir plus de courage, hein? Oui. Alors, ma fille est dans l'élémentaire avec l'arthrite, elle veut savoir, est-ce que c'est bien d'utiliser donc un support de crayon, même si je n'ai pas de l'arthrite dans la main? Alors oui, la réponse est oui. Il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent donc tirer profit d'utiliser un support de crayon quand ils écrivent. C'est non seulement pour les étudiants qui ont de l'arthrite. Il y a plein de supports de crayon qui existent. Alors ça, c'est même donc difficile à savoir quel est le meilleur pour vous. Alors si vous avez accès à un ergothérapeute dans votre clinique, vous pourrez peut-être parler avec eux et la personne peut vous aider à choisir le bon support. Autrement, il s'agit d'essayer et de voir qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous. Et donc, comment vous pouvez donc bien écrire avec le soutien, le support, pardon. Alors, la réponse est oui. Parfait. Comment puis-je avoir accès à un ergothérapeute dans le district scolaire? C'est une question pour Colleen ou Sarah? Oui, oui, certainement, je peux commencer. Colleen va pouvoir rajouter. Alors ça varie d'une province à l'autre et d'un pays à l'autre. Bon, une référence pour un ergothérapeute provient de l'école même habituellement. Gardez en tête que ces services sont offerts à l'école en Colombie-Britannique et c'est limité. Mais c'est offert de façon sur une base consultative. C'est-à-dire, donc, il y a donc un processus de dépistage. Alors, les enfants qui ont de besoins importants, par exemple pour l'alimentation, ceux qui sont dans des chaises roulantes ou dans ceux qui ont d'autres difficultés motrices, il y a des étudiants dans la clinique qui sont admissibles, mais il y en a d'autres qui sont peut-être pas admissibles pour ces services. Alors, il faudrait parler avec l'école si vous croyez que votre enfant serait admissible pour ces services. Mais ça peut être donc un processus difficile, d'après ce que je comprends, d'avoir cela à l'école. Joanne, do you have, sorry, Colleen too, but Yeah. Joanne, do you have Yeah. any comments maybe about? Joanne, avez-vous des commentaires sur Toronto ou ce qui se passe en Ontario? Oui, c'est la même chose. La demande vient de l'école et non pas de nous. On peut certainement donner notre appui pour justifier la demande, que ce soit pour l'ergothérapie ou la physiothérapie. Par le passé, la Société d'arthrite pouvait donner un coup de main et aider avec les évaluations. Je ne sais pas quand ça a été la dernière fois qu'on a utilisé les services de la société, mais je sais que l'aide apportée était très précieuse. Colleen, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il vaut mieux parler aux administrateurs de l'école pour savoir ce qu'il en est au sujet de l'ergothérapie. J'ai une dernière question, mais vous pouvez toujours aider et vous pouvez ajouter aussi une question. Alors,
Que faire lorsqu'un enfant est taquiné, lorsqu'il va à un rendez-vous ou qu'il est en retard et qu'on traite cet enfant de toutes sortes de noms? Est-ce que quelqu'un a une idée à ce sujet-là? Il faut en parler à un adulte. Cela dépend de l'âge de l'enfant. Et vraiment, ce n'est pas une situation sympa du tout, du tout. Mais quelquefois, il faut avoir un adulte qui va aider l'enfant pour que la conversation a lieu parce que la personne qui taquine ou qui humilie ne comprend pas, ne comprend pas, ne savent pas ce que c'est. Et bien souvent, si un adulte parle à la personne qui fait ça, eh ben, ça va aider parce qu'à ce moment-là, l'enfant peut dire, ben voilà l'effet que ça a sur moi. Et j'espère que vous pourrez, vous, en tant qu'enfant, partager cette expérience-là. Et je suis désolée que ce soit produit, vraiment. Dernière question qui vous vient à l'esprit? Moi, j'ai un commentaire. J'ai le privilège de travailler avec de jeunes adultes qui vont à la clinique de transition, qui passent de la clinique juvénile à la clinique aux soins pour adultes. Donc, ils vont aux soins pour adultes. Euh, donc, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient beaucoup de difficultés à l'école, des difficultés avec les sports. Et c'était merveilleux de voir les jeunes enfants qui sont devenus de jeunes adultes et qui font vraiment beaucoup de choses intéressantes. Alors, c'est quand même très encourageant. Et c'est bien d'avoir des discussions avec les jeunes parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de défis, mais c'est encourageant parce que la situation semble s'améliorer. Alors, moi, je suis directrice adjointe à Case in Friends. Je m'appelle Jennifer. J'aimerais remercier nos conférencières. Merci, Joanne et Sarah, qui ont présenté le point de vue de soins pour la santé. J'aimerais remercier Heather comme éducatrice. Merci à Colleen en tant que parente aussi et éducatrice. Le webinaire a été très intéressant parce qu'on a vu comment une collectivité peut aider un enfant ou un adolescent et également faire en sorte que l'enfant puisse atteindre ses objectifs, puisse faire un bon apprentissage. J'ai entendu parler de partenariat, d'entraide et Cassie et Friends est une communauté qui réunit toutes les ressources parce qu'il faut comprendre ce qu'est l'arthrite juvénile et les autres maladies rhumatismales. Alors, nous travaillons très fort à faire mieux comprendre ce qu'il en est. Alors, par exemple, ce qu'il en est du lupus, du syndrome de la fièvre aussi. Et puis, je pense qu'ensemble, nous pouvons changer la donne. Alors, merci à nos commanditaires, à Nicolas Wealth Management, à Vi, à Jen Sobi, qui ont un rôle essentiel pour fournir des programmes comme notre programme. Toutes ces ressources-là nous ont aidés au cours des dernières années. Alors, vous avez l'information dans cassieandfriends.ca. Vous avez beaucoup d'informations qui touchent l'arthrite juvénile et autres maladies rhumatismales.
Alors, j'espère que le plan d'action scolaire pourra être utilisé au fil des ans et également vous permettra à mieux prendre en charge les symptômes à l'école. Donc, on a parlé aussi de santé mentale, ça c'est très important. Également, ce que j'ai entendu constamment, c'est l'importance des liens, des connexions. Et les parents peuvent aider d'autres parents parce que les parents sont des experts, ont essayé toutes sortes de choses. Et Cassie and Friends est un bon endroit pour pouvoir établir des liens avec d'autres parents qui comprennent. Et nous, en tant que parents, nous avons besoin aussi d'un appui affectif, émotif. Et, et nous voulons aussi aider nos enfants à croître à l'école. Et ensemble, nous défendons les intérêts de nos enfants. Et Casey and Friends, c'est vraiment une très bonne ressource qui vous permet d'établir des liens avec d'autres parents. Et dans la boîte de clavardage, vous aurez l'information au sujet de Casey and Friends. Vous avez aussi le lien pour Facebook. Vous savez, l'enfant peut avoir un moment difficile à l'école et puis c'est bien de pouvoir en parler à d'autres qui sont passés par la même expérience. Alors, je vous encourage d'utiliser ce genre de ressources et d'aller sur Facebook aussi. Et en dernier lieu, nous sommes là pour vous en tout temps. Nous avons un site, nous avons aussi un courriel que vous pouvez nous contacter, info@cassieandfriends.ca. Vous pouvez aussi nous suivre sur les médias sociaux, CAF Society, Cassie and Friends, CAF Society. Notre prochain webinaire, c'est la gym et l'arthrite juvénile ou autres maladies rhumatismales. Notre équipe Cassie and Friends organise des événements partout au Canada. On va aller à London, à Windsor. Nous aurons des marches et des courses et nous avons hâte de vous rencontrer en personne. Nous avons aussi une journée de la famille. Nous aurons une conférence à Toronto et nous avons aussi un tirage au BC Connect for Kids Raffle. Alors, merci beaucoup. Cassie and Friends est un organisme caritatif national. Alors, tout appui de la part des amis, d'entreprises et autres nous aide à rester là pour vous. Et nous avons hâte de vous rencontrer, d'établir des relations plus étroites avec vous. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde.